Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce temps de parole consacré à Denis Robin. Évidemment que ce nom vous dit quelque chose, c'est l'ancien préfet de Mayotte. Il est actuellement secrétaire général à la mer. Denis Robin, bonjour. GG Patrick. Ça y est, vous vous rappelez quand même comment on dit bonjour. Ça m'est un peu resté. Bienvenue à Mayotte, ça nous fait tous très plaisir de vous voir. Alors, vous arrivez avec une nouvelle casquette, secrétaire général à la mer. De manière très claire, c'est quoi un secrétaire général à la mer et ça sert à quoi ? Secrétaire général de la mer, c'est d'abord une super belle idée, voilà, si je devais résumer. Ouais. Tu vois, tout le monde prend conscience, en France, mais dans le monde entier, de l'importance de la mer et des océans. Alors à Mayotte, tout le monde le savait bien, parce qu'on vit au milieu de la mer, et on voit la mer partout, où qu'on soit. Donc tout le monde se rend compte que c'est important. Mais nous, à Paris, on met un peu plus de temps à comprendre ça. Normal. Mais ça y est, on l'a compris. Et on réalise que la mer, c'est hyper important pour la vie de nos communautés. Tu vois, regarde le transport maritime qui se déglingue un peu dans le monde en ce moment, à cause des fermetures des ports de Chine, à cause des containers, etc. À Mayotte, ça vous concerne. Parce que du coup, les marchandises n'arrivent plus. 88% des marchandises dans le monde transitent par la mer. Aujourd'hui, tu utilises tout le temps ton téléphone portable, etc. Toutes les informations, elles passent par des câbles sous-marins sous la mer. C'est vrai. Mais au moment où on prend conscience de ça, on prend conscience que la mer est super menacée, plus que la terre. La mer, elle régule le climat. Elle absorbe du carbone. La mer, elle est tellement polluée, on l'a tellement dégradée que peut-être un jour elle ne remplira plus ces fonctions-là. Donc il y a une urgence, vraiment une urgence écologique à restaurer et à protéger la mer. Et puis la mer, c'est aussi l'avenir de l'humanité peut-être. On est en train de découvrir tous les jours dans les grands fonds des molécules nouvelles, de la biologie nouvelle, des nouvelles espèces animales qu'on ne connaissait pas, des nouveaux phénomènes biologiques. Qui peuvent servir à la pharmacie, la à la médecine santé, de demain, elle est bien peut-être sûr, là. Tu vois, voilà. Et donc, on a décidé d'investir très fortement, à la fois sur l'économie, mais aussi sur l'environnement, sur la protection, aussi sur la recherche. Donc tout ça, c'est multidisciplinaire. Et dans un gouvernement, parce que j'en viens à mes fonctions, dans un gouvernement, tu as au moins 12, 15 ministres qui, à un titre ou à un autre, s'occupent de la mer. Et donc, seul le Premier ministre peut assurer la coordination du gouvernement sur les sujets maritimes. Et pour ça, il a auprès de lui un fonctionnaire, aujourd'hui c'est moi, qui s'appelle le secrétaire général de la mer, qui assure la coordination de tous les ministères sur toutes ces thématiques économiques, sociétales, environnementales, culturelles, recherche, dès qu'il s'agit de la mer et des océans. Alors pourquoi Mayotte, au-delà du plaisir de revenir évidemment chez vous, ici à Mayotte, pourquoi ce voyage à Mayotte? J'ai entendu parler de cluster. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Absolument, parce que les filières économiques qui sont sur le maritime se sont fait la même réflexion que nous au sein de l'État. Et ils se sont dit que on arrivera à construire une économie maritime française forte que si toutes les filières qui travaillent sur la mer ou à partir de la mer se regroupent, se parlent et construisent des projets en commun. Et au niveau national, ils se sont regroupés dans un organisme qu'on appelle le cluster maritime français. Et ce cluster maritime français, il avait des représentants dans chacun des outre-mer. Et il n'y a qu'à Mayotte où on n'était pas arrivé encore à créer un cluster maritime mahorais. Et bien ça y est, depuis un peu moins d'un mois, il y a un cluster maritime mahorais. Toutes les entreprises économiques qui s'occupent du maritime. Alors toi, tu peux avoir la communauté portuaire de Longoni, tu peux avoir les gens du transport, tu peux avoir les gens de la pêche, tu peux avoir les gens de la plaisance. La plaisance, c'est important à Mayotte. Et puis l'accueil des touristes et les sorties en mer, tu peux avoir tout ça. Donc, ils se sont regroupés et avec le président du national, du cluster maritime français, nous sommes venus tous les deux pour rencontrer ce tout jeune cluster maritime mahorais. Alors, des problèmes, il y en a. Il y en a toujours eu, il y en aura encore à Mayotte. On parle de la mer, de suite, on pense aux pêcheurs. Ils ont un problème qui n'est pas réglé. Le problème de ces barques qui ne sont plus aux normes depuis le début de l'année, sur le plan européen, je m'entends. Seulement, il n'y a pas les budgets pour pouvoir les construire. On nous avait dit oui, ils vont avoir les budgets. Regardez le prototype, on a un prototype, après on n'a plus les barques. Il y a un flou artistique. Est-ce que c'est le champ est-ce que ça fait partie de votre champ de compétences de régler ce genre de problème? Parce que là,
de la mer. Je suis là pour aider. Ouais. Hein. Tu vois, moi, je conçois mon poste comme ça. Ouais. Je ne vais pas me substituer aux gens qui doivent faire. Ce n'est pas mon rôle, puis j'y arriverai pas. Ouais. Mais je suis là pour aider. Ouais. Et là, on a un vrai problème. Et vous êtes conscient de ce problème, quand même. Voilà, c'est ça l'intérêt aussi de revenir avec un décalage. Moi, je me dis, en revenant 14 ans après à Mayotte, j'ai le sentiment que la pêche, ça marchait peut-être mieux il y a 14 ans. Oui, c'est vrai. Et il y avait plus de pêcheurs, c'était plus vivant. Alors, avec des petites embarcations, des trucs pas très sécurisés. Mais là, on est en difficulté. En 2025, la flotte de pêche mahoraine sera une flotte européenne. En 2025. Et donc, elle devrait être aux normes européennes. On en est loin. Et là, on a un gros... 2025, c'est un peu demain, quand même. Hein. C'est un peu demain. Ouais. Et donc, on a un gros challenge devant nous. Et donc, il faut une mobilisation des acteurs publics, parce que c'est eux qui vont aider au ce qu'on appelle le renouvellement. Mais à Mayotte, c'est même pas du renouvellement, c'est un peu une construction d'une nouvelle flotte de pêche aux normes. Les fonds, il faut qu'on aille les chercher à Bruxelles, mais l'Europe a donné un accord de principe pour nous aider, mais pose des conditions, c'est normal. Il faut qu'on réponde à ces conditions. Il faut que tous les patrons pêcheurs qui aujourd'hui ont des barques qui ne seront plus aux normes commencent déjà à procéder, à envisager le renouvellement. Puis on va avoir un sujet sur les équipages. Parce que la formation, et puis dans la réglementation européenne déclinée par la France, tous les capitaines des bateaux de pêche devront être français. Ça, c'est une vraie révolution à Mayotte. Et donc, on doit préparer des jeunes Mahorais qui vont prendre la relève et qui Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas français. Ah non, c'est souvent des Comoriens. Ils sont souvent en situation régulière. Hein. C'est pas un sujet, mais ils ne sont pas français. Ouais. Rarement. Ouais. Le port de Longoni, ça aussi c'est un vrai sujet. Évidemment, ça touche la mer. C'est le poumon économique de l'île, vous en savez quelque chose. Et tout le monde se pose plein de questions. À quoi ça va ressembler dans les années qui viennent? On nous parle de grands ports maritimes, un coup on nous dit non, le principe DSP tel qu'il est en place, c'est très bien, ça peut fonctionner. Non, il faut revoir la gouvernance. Et chaque ministre qui passe sur ce plateau, notamment, nous donne une version parfois différente, parfois la même, mais et on en perd notre latin. Votre sentiment, vous, à quoi doit ressembler le port de Longoni dans 5 ans? J'aime mieux quand tu parles chimaorec latin. Hein. Donc, je te comprends mieux. Le port de Longoni, c'est quand même une chance extraordinaire pour Mayotte, c'est aussi une chance extraordinaire pour la France. D'avoir un port en eau profonde, 16 mètres de tir, ça ne dit pas grand-chose à tout le monde, mais 16 mètres, c'est extraordinaire. Et sur un territoire français, donc avec la sécurité qu'apporte la présence française, en plein milieu du canal du Mozambique, en face de pays où il y a des projets économiques d'infrastructures majeures, au Mozambique. Donc tu vois, ça c'est il faut vraiment qu'on se dise tous que Longoni, c'est une vraie chance. Hein. Il ne faut pas avoir l'impression que ça n'est que des difficultés. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Deuxième sujet, le port de Longoni, ce n'est pas un port d'État. En France, l'État dirige lui-même en direct quelques ports, il ne dirige pas le port de Longoni. L'autorité portuaire, comme on dit, c'est-à-dire le propriétaire du port à Mayotte, c'est la collectivité départementale. Hein. C'est le conseil départemental. Bon, le conseil départemental a décidé de ne pas gérer le port lui-même, comme il le faisait à une époque. Au travers de la CCI. Au travers de la CCI. Et donc, il a fait une délégation de service auprès d'une entreprise. Donc, j'ai bien entendu, depuis que je suis ici, qu'il y a visiblement une rupture de confiance et des difficultés entre l'entreprise gestionnaire du port et la collectivité des entreprises utilisatrices du port, qui ont l'impression qu'il n'y a pas toute la transparence qu'ils souhaiteraient et que notamment sur les tarifs, on pourrait faire des améliorations, etc. Donc tout ça, on l'entend, mais il y a une gouvernance qui a été mise en place. Celui qui pourrait éventuellement décider d'en changer, c'est l'autorité portuaire, c'est la collectivité départementale qui pourrait dire « je ne suis pas satisfait de ma DSP, je vais faire autrement » ou « je vais changer le titulaire de la DSP » ou vraiment, éventuellement, s'il le souhaitait, il pourrait demander à l'État « vous gérez déjà quelques ports outre-mer, j'aimerais que l'État reprenne le port de Longoni ». Mais c'est au conseil départemental de le demander. L'État n'est pas demandeur de cette évolution. Et dans ce cas-là, ça deviendrait un grand port maritime? Alors, grand port maritime, c'est un nom qu'on a donné, mais en fait, il faudrait, si jamais on allait vers ça, mais ce n'est pas du tout une certitude, et c'est peut-être même pas, de plus en plus, c'est peut-être pas le plus probable non plus.
moi, je trouve que l'autorité portuaire départementale, elle a toutes les compétences et toute la légitimité vis-à-vis des acteurs locaux pour diriger le port de Longoni, plus que l'État à Paris, tu vois. Mais si on devait aller vers ça, il faudrait sans doute imaginer une forme juridique adaptée à la situation de Mayotte, parce que à l'échelle de la France, c'est un port qui n'a pas beaucoup de trafic. Tu vois, c'est des petits volumes. Donc il faudrait l'adapter. Tout est faisable, mais il faut qu'il y ait une décision de la collectivité départementale pour dire ce qu'elle souhaite sur l'évolution du port. Est-ce qu'elle veut continuer comme ça? Est-ce qu'elle veut essayer de régler les problèmes qu'il y a avec la communauté portuaire et avec la société gestionnaire du port? Est-ce qu'elle veut changer de délégataire? Est-ce que tout est ouvert? Denis Robin, vous avez des informations que l'on n'aurait pas éventuellement sur le projet gazier qui, là aussi, serait un véritable souffle économique pour Mayotte s'il se mettait en place. Alors on sait qu'il y a eu des problèmes d'attentats, côté terroriste de l'autre côté, donc ça a mis un coup de frein au projet, mais est-ce que c'est toujours dans les tuyaux? Est-ce qu'on a le droit d'y croire encore? Oui, on a le droit d'y croire encore. C'est sûr que la situation dans le pays rend les choses compliquées et Total s'est plutôt mis en réserve, mais il faut quand même y croire. Mais il faut peut-être profiter aussi de cette période pour voir directement avec la société, avec Total, quel pourrait être le rôle de Mayotte dans ce dispositif. Est-ce que Mayotte est uniquement une base arrière logistique pour la période de construction, mais est-ce que derrière, ça pourrait aussi devenir, tu vois, une base de hub, etc. Pourquoi pas, hein. Revenons à la mer en elle-même, mais aussi à notre lagon. Est-ce que le lagon fait partie de vos compétences? Alors, oui. Enfin, de l'autre côté de la barrière, avant la barrière. Dès qu'il y a de l'eau salée, je me sens compétent. D'accord. Donc on s'arrête de mangrove. C'est un critère simple. Donc l'état du lagon, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que de plus en plus, vous le savez, mieux que quiconque, hein, on a des problèmes de circulation ici à Mayotte. Et on parle de plus en plus de cette possibilité, et c'est en train de voir le jour, hein, d'utiliser la mer, le lagon, pour aller d'un point à un autre, de Longoni à Petite Terre, pour éviter que les camions passent par la route, de Mamoudzou à Iloni, d'utiliser véritablement le lagon, donc la mer, comme moyen de locomotion, avec des petits ferries, enfin des embarcations adaptées. Bonne ou mauvaise idée selon vous? Très bonne idée. Ça pollue. Très bonne idée, mais j'allais te dire, sous condition. Très bonne idée, mais notamment si du coup on met des bateaux propres. Hein, des bateaux avec des propulsions propres qui n'envoient pas des rejets dans l'atmosphère, etc. Si on arrive à réguler la question du bruit sous-marin, on ne se rend pas compte, mais c'est une pollution énorme, le bruit sous la mer. Le bruit? Pour les animaux, mais bien sûr, pour la faune. Ça dérange terriblement la faune. Et donc, si on arrive à régler tout ça, et on sait faire. C'est pas très compliqué, on sait le faire. Il existe déjà des ferries qui fonctionnent au GNL. On a des ferries qui, à peine arrivées à quai, se branchent sur des bornes électriques pour ne pas faire tourner leur moteur en permanence. Donc tout ça, on sait faire. Et je trouve que c'était une super bonne idée. Comme je disais tout à l'heure, 88% des marchandises dans le monde transitent par la mer. Oui, forcément. Et si ça marche dans le monde, ça peut peut-être marcher entre Longoni et la Petite Terre. Mais pourquoi pas. Et les fonds sous-marins? Quand je dis les fonds sous-marins, je parle toujours de nos fonds dans le lagon. Je pense notamment aux gens que vous avez évoqués il y a quelques minutes, les opérateurs touristiques qui vivent de ce lagon, qui amènent nos touristes et qui doivent repartir, les touristes, avec une bonne image de notre île. Et Dieu sait qu'elle est belle. Et les fonds sous-marins en sont le parfait exemple. Et pourtant, on sent que, au fond, il y a un problème écologique, il y a un problème, il y a les coraux qui sont en train de se détruire. Est-ce que là aussi, il y a bien sûr qu'il y a quelque chose à faire, mais est-ce que vous avez les moyens de faire quelque chose pour lutter contre ça? Alors, c'est un sujet hyper angoissant. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais il existe. Hein. De voir la mer mourir sous nos yeux. Et ce qui est hyper angoissé, c'est la vitesse avec laquelle ça se passe. À échelle d'homme, on voit les choses mourir. Il y a deux choses à faire. Premièrement, tout ça s'inscrit dans un mouvement très très long, de très longue période. C'est ce que le réchauffement climatique, le réchauffement de la mer tue un certain nombre d'organismes vivants qui étaient habitués à des conditions de vie. Et le réchauffement climatique, l'organisme ne peut plus vivre dans ces conditions-là. Et
comme ça va très vite, il n'a pas le temps de se régénérer et de s'habituer à ce changement et il meurt. Voilà. Alors ça, si tu veux, nous, à Mayotte, on ne peut pas y faire grand-chose parce que c'est des mouvements très très longs. Et là, c'est tout ce qu'on fait sur la lutte contre le réchauffement climatique, la décarbonation, etc. Mais il faut aussi y participer. Puis après, il y a les pollutions locales. Donc, par exemple, tout ce qui est rejeté directement dans le lagon est une catastrophe. Ça participe de l'acidification, on dit de l'exposome, si on veut être savant. Alors ça, il faut lutter contre ça. Et tout ce qui permettra d'améliorer l'assainissement des rejets dans le lagon ou l'interdiction des rejets directs dans le lagon, alors c'est compliqué, hein, Mayotte, je le sais bien, mais ça c'est hyper important. Dernier truc, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est important, c'est la pollution plastique. Hein. Et si tu veux, la faune et la flore souffrent terriblement de cette pollution plastique. Alors, parce que le plastique, une fois qu'il est en mer, dans les courants, dans les vagues, il se déchire, ça devient des microparticules qui sont absorbées par les organismes et qui les détruisent. Ouais. Alors, le plastique, pour te donner un exemple, Patrick, pour nous sortir un peu du lagon, c'est que les fonds les plus profonds dans le monde, c'est au large des États-Unis, c'est les fosses des Mariannes, c'est 11 km de profondeur. T'imagines 11 km de profondeur. Et on est arrivé à faire descendre des hommes et avec des caméras pour voir ce qui se passait dans ces fosses. Première image qu'on a eue de la fosse des Mariannes, c'est quoi? C'est un sac plastique. Incroyable. À 11 km de profondeur. 11 km de profondeur. Ouais. On parle du lagon. On va y rester parce que c'est important. C'est un des plus beaux lagons du monde. Donc, et puis, l'eau y est salée. Donc, non, plaisanterie à part, c'est évidemment qu'il y a le plastique, il y a cette pollution-là, mais nos coraux sont envasés par aussi cette terre rouge qui descend de notre île. Les pazzas, vous savez ce que c'est, ces zones désertifiées où il n'y a plus de végétation pour retenir la terre. Là, par contre, on peut faire quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que les moyens à mettre en œuvre ne sont pas que dans la mer. Sur terre, il y a moyen aussi de protéger notre lagon. Ah ben... Enfin, je crois. Ah bah, t'as 100% raison. Ouais. Une fois que une fois que la pollution est en mer, la politique aussi, hein. Quand elle est à l'eau, une fois que la pollution est en mer, c'est déjà trop tard. Ouais. Hein. Et donc, le traitement de la pollution, il se fait à terre. Ce que je te disais sur les rejets, par exemple. Tu vois, tout ça, ça se fait à terre. On considère que 90% de la pollution en mer, elle vient de la terre. Ouais. Ouais. Dernier thème, et pas question, pour rester un petit peu sur l'environnement, mais avec nos mammifères qui viennent nous voir régulièrement, qui venaient nous voir régulièrement. Je pense notamment à ces baleines, la fameuse saison des baleines, qui est aussi je vais dire une ressource économique pour nos opérateurs touristiques. Il y a des gens qui viennent des 4 coins de la planète pour venir voir ces baleines. Ces baleines ne viennent plus de Nirobin. Alors évidemment, on va pas vous demander d'aller les chercher pour leur dire qu'il faut revenir à Mayotte, mais est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'il y a des spécialistes autour de vous qui ont réussi à analyser pour comprendre pourquoi elles ne viennent plus à Mayotte, ou très peu, en tout cas pas autant qu'avant? Si tu veux, alors, bon, il y a sans doute des phénomènes scientifiques que là, moi je suis pas capable d'expliquer, mais il y a des choses. On a fait un peu n'importe quoi avec cette faune sauvage. On ne s'est pas bien comporté avec eux. Et si tu veux, alors tu as des opérateurs très professionnels qui savent comment on approche une baleine sans la déranger, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et puis, tu as ceux qui se sont improvisés professionnels et qui ont abusé du truc en emmenant des touristes juste sous le nez de la baleine, en effarouchant des baleineaux, etc. Et ça, on le paye cher. Et vous croyez que c'est pour ça que les baleines ne reviennent pas? Non, j'en sais rien, je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas, en France, on a fait des protocoles, on a écrit un protocole pour les opérateurs touristiques, pour leur dire comment on pouvait... La fameuse charte. La charte, comment on peut approcher ou pas. Et c'est hyper important de la respecter, parce que sinon, ça va contribuer à poursuivre cet évitement des animaux sauvages. Un programme de 4 jours, je crois, à Mayotte, pour vous? Qui se termine ce soir. Qui se termine ce soir. Ouais. Là, je crois qu'il y a un déplacement en mer qui est prévu. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette visite de 4 jours? Parce que, pourquoi je pose cette question? Parce que vous connaissez Mayotte déjà, et pour cause. Mais là, vous êtes venu avec une autre casquette, vous allez repartir avec quoi dans la sacoche? Alors, je le dis, tu vois, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'émotion.
Et pour moi, de revenir à Mayotte, de refaire le trajet de l'aéroport jusqu'à la résidence du préfet, de traverser le lagon, de passer dans Mamoudzou et de retrouver des lieux que j'ai aimés, tu vois, c'est une vraie émotion, très forte. Ouais. Deuxièmement, je vois des choses qui ont changé. Et ça fait plaisir. Tu vois, par exemple, l'aérogare, moi, je ne la connaissais pas. Ah oui. Moi, j'étais encore habitué à aller chercher ma valise, toi, sous le truc en tôle, hein, avec les mamans qui étaient au bord là. Et, bon, il faisait très chaud. Tu vois, il faisait très chaud. Bon, mais donc j'ai découvert la nouvelle aérogare. Je me dis, ben, on donne une autre image de Mayotte, quoi, aux gens qui viennent. Et deuxième chose qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est l'activité. Alors, il faut dire activité économique, mais l'activité tout court. Il y a des entreprises partout. Il y a de l'activité partout, ça construit, il y a du commerce, etc. Je n'ai pas le souvenir, il y a 14-15 ans, qu'il y avait cette densité-là d'activité. Et j'ai plutôt le souvenir, tu sais, il y a 15 ans, une famille qui avait un peu de l'ambition pour son gamin et rêvait qu'il devienne fonctionnaire. Conseil départemental. Bah, aujourd'hui, c'est sans doute moins vrai parce qu'il y a d'autres carrières possibles, il y a d'autres opportunités, enfin, 250 000 salariés, 250 000 habitants sur l'île, et 20 000 salariés, enfin entre 18 et 20 000 salariés, c'est très très peu. T'as raison, mais ça bouge quand même. Et on sent qu'il y a un truc qui se développe. Et alors, il y a aussi des choses qui ont pas changé. Et ça me fait de la peine, tu vois. Par exemple, c'est en lien avec la mer quand même. Tu vois, les plastiques sur les plages, dans la mangrove, cette mangrove qui se dégrade et tout. Je me dis qu'on n'arrive pas à traiter ça, c'est vraiment dommage, quoi. Et je pense que des fois, il y a un peu un manque de respect pour l'environnement dans cette île. Mais un truc, c'est collectif, hein, ce que je dis, je vise personne en particulier, c'est un peu collectif. Bah, je me dis c'est dommage parce que c'est une île absolument superbe avec un potentiel incroyable et on sait maintenant que la nature, la biodiversité nous protège. Donc il faut aussi les protéger. En conclusion, entre Anjouan et Mayotte, il y a aussi la mer. Il y a des gens qui utilisent ce bras de mer pour venir à Mayotte, vous le savez, puisque vous avez été préfet ici. Il y a des gens qui perdent la vie dans cette mer, des familles entières qui disparaissent, des familles qui arrivent jusqu'à Mayotte aussi. La mer peut être aussi meurtrière, elle peut être tueuse. Comment on peut régler ce problème ? Sujet terrible. Tu sais, quand tu travailles avec les communautés de marins, la préservation de la vie en mer, c'est la première valeur des marins. Hein, et c'est une valeur très très forte. Mais tu vois, cette situation que vous vivez, vous, en direct ici, moi je la vis aussi au niveau national, dans la Méditerranée, avec toutes les migrations qui viennent de l'Afrique subsaharienne, qui remontent vers la Libye et qui traversent la Méditerranée. Et la Méditerranée, c'est pas Anjouan-Mayotte, hein, dans des conditions effroyables. Et j'ai la même chose dans la Manche, mer du Nord. Tous les migrants qui veulent quitter la France pour aller vers l'Angleterre. Et on a aussi des accidents dramatiques. On a eu, fin d'année dernière... Il n'y a pas de solution. La solution, c'est compliqué parce que à la fois... Tu veux exercer des activités de police en mer, hein, c'est-à-dire faire du contrôle de l'immigration clandestine en mer, mais en même temps, tu es amené à faire du sauvetage en mer. Et les deux sont toujours difficiles à concilier. C'est-à-dire, si tu fais du sauvetage, on t'accuse de favoriser les trafics et l'immigration, mais si tu ne fais que de la police, c'est-à-dire que tu fermes les yeux sur ces drames. Et il faut ni l'un ni l'autre. Voilà. Merci beaucoup, Denis Robin, d'être venu sur ce plateau. Ça nous a fait plaisir de vous revoir. Vous n'avez pas changé. Toi non plus. Toi non plus, tu n'as pas changé. En tout cas, merci mille fois d'être venu sur le plateau de Coésie. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.